Notre aventure se déroule sur le SS Marie-Anne Lavoisier, un cargo polyvalent qui a parcouru plusieurs lignes entre diverses colonies humaines et qui est doté de moteurs temporels uniquement destinés au déplacement plus rapide que la lumière, pas pour voyager dans le temps. À bord se trouvait également un certain nombre de droïdes horloges. L'énergie temporelle dans le moteur quantique du navire a attiré un vol d'anges pleureurs, qui l'a saisi et a tué l'équipage humain. Les anges renvoient le navire dans le temps pour se régaler de l'énergie temporelle potentielle libérée, mais la tension le déchire. La première fois, l'ordinateur du navire a été endommagé. Les dysfonctionnements se sont étendus à chaque nouvelle heure, leur but étant que le navire soit stable, afin de pouvoir continuer à le faire se déplacer dans le temps et continuer à se régaler. Les anges ont demandé au droïde horloge de réparer l'ordinateur du navire endommagé. Du fruit de leur cohabitation naquit également une certaine menace, gardienne des moteurs temporels. Pour ce faire, les droïdes horloges ont commencé à voler des collégiens par des fenêtres temporelles menant à Londres, prochaine destination temporelle du navire. Ils enseignent aux adolescents les connaissances dont ils ont besoin pour faire partie de l'ordinateur du navire et devenir un système informatique de remplacement. Ils seront ainsi mentalement préparés à devenir les systèmes de contrôle et de mémoire du nouvel ordinateur du navire. Les droïdes horloges ont décidé qu'une école factice était le moyen le plus efficace de l'enseigner. Afin d'avoir des pièces de rechange supplémentaires, les professeurs horloges ont mis en place des cours de dissection sur des personnes enlevées. Mais, ayant découvert que les élèves étaient réticents à l'idée de disséquer des humains, ils ont donc inventé une ruse. Enfermer les victimes dans des boîtes en plexiglas munies d'un filtre de perception, leur donnant l'apparence d'hommes et femmes lézards, les supposés chèvres-rosaures. Pendant ce temps, le 10e docteur et Donna Noble, accompagnés cette fois-ci de Jack Harkness et de Joe Grant, s'amusaient et se taquinaient à bord du TARDIS, quand soudain, trou de mémoire. Chaque personnage se réveilla alors à bord du navire, presque inconscient, dans une boîte en plexiglas et sur le point de devenir des sujets de dissection pour des adolescents. Après quelque temps, nos 4 compères sont arrivés à se défaire de ces boîtes, puis après avoir pris conscience que leurs voisins lézards étaient leurs compagnons de route, ont réussi à vaincre le professeur horloge orchestrant secours. De plus, l'équipe enrôla 2 élèves, Carol et Elvis, afin de les accompagner et de les aider à voir. Car oui, un gaz, soi-disant nettoyant, se trouvait dans l'atmosphère du vaisseau. Si les élèves recevaient de quoi y être immunisés, toute personne étrangère se verrait perdre le sens de la vue, aussi longtemps qu'elle serait à son contact. En prenant soin d'éviter le sas d'éjection terrorisant les élèves, un petit passage fut ensuite fait dans leur dortoir. Jack y testa malheureusement le dispositif d'effacement de mémoire quotidien subi par les élèves, mais le docteur rendit la mémoire à tout le monde en inversant la polarité du dispositif. Puis, cherchant une sortie, l'équipe se fraya un chemin jusqu'à la salle des machines numéro 1. Enfin, #1 selon nos 2 millennials. C'était la salle des moteurs classiques, où nos personnages découvrirent notamment qu'ils se trouvaient dans un vaisseau et prirent connaissance d'informations sur un ordinateur de bord, notamment l'existence d'une salle de moteur temporelle, la #2. Rapidement, une énième surcharge imminente des cuves de plasma de la salle les poussa dans une escalade de structures détériorées vers la salle #2, avec des droïdes revenant à leur trousse. Ailleurs, un autre vaisseau captura l'énergie anormale générée par le SS Marie-Anne Lavoisier. Il s'agit d'une escouade des FSI, les Forces Spatiales Indiennes, menée par la sergente Shashi Fatk et à distance, la lieutenante Sonal Patel. Sans comprendre de quoi il s'agit, leur vaisseau entre en direction de celui où se passe notre histoire. Après la réussite de l'ascension de la salle numéro 1, notre équipe arriva dans une galerie à l'opposé de celle-ci. En effet, elle était froide et sombre. La lumière, faible, vacillait. La galerie était composée de 3 allées, telle une nef d'église. Les colonnes en plexiglas contenaient de nombreux câbles. Nos 4 personnages, toujours aveugles, ne voyaient pas la forme humanoïde au centre de la pièce. Après un peu d'investigation, on comprit donc qu'il s'agissait d'un ange pleureur. Par chance, celui-ci était d'humeur joueuse et n'a tué ni renvoyé personne dans le passé. Juste un combat déloyal où l'ange charcutait doucement notre équipe lorsque Carol faillissait à sa mission de ne pas cligner des yeux. Elvis, qui était sur un poste de contrôle avec Joe afin de trouver des plans du vaisseau, a de plus évité de peu la contamination suite au contrôle de l'écran par l'ange. Personne ne pensa d'ailleurs à désactiver le gaz aveuglant par ce terminal. Soudain, une immensité lumineuse se fit visible, même pour notre équipe aveugle. Quelqu'un était en train de dessouder la porte de sortie.
Une fois ceci terminé, les forces spatiales indiennes prirent le contrôle de la situation, et nos compères sous leur protection, et prirent l'ange aussi. Une fois arrivés au camp, rapidement établi par le FSI, des égalisateurs rétiniens rendirent, enfin, la vue à nos aveugles, un thé fut pris, un soldat fut charmé par Joe, et des propos musclés furent échangés entre le docteur et les 2 responsables indiennes. Le TARDIS fut également localisé en salle numéro 2. #2. Mais tout ne pouvait pas bien durer. La lieutenant Patel, par hologramme, fut contaminée et convertie en ange, et une armée de droïdes venant du plafond déclencha une lourde bataille. Traînant derrière eux la sergente Fadk, il y avait plusieurs façons de progresser dès lors. Notre équipe entama une course-poursuite à travers le vaisseau. Leur but, la salle #2. Une fois ceci fait, la porte atteinte, les symboles dièse et 2 les attendaient. C'était le centre de tous les problèmes. Dans la salle des machines numéro 2, les anges avaient surchargé les moteurs temporels du navire pour se régaler de fuites d'énergie, et ils se préparaient pour les délices d'un autre saut temporel. Le TARDIS était également ici, tout comme un portail temporel vers une cour de récréation à Londres, au début du XXIe siècle. Le maître de cérémonie, gardien du buffet temporel pour ainsi dire, était un hybride, droïde horloge qui avait été reconstruit autour d'un ange pleureur, recouvert de lambeaux de tissu, lui donnant une apparence sinistre. Le moteur temporel faisait environ la taille d'une table basse. Accroché par de grosses pinces, il se trouvait dans une monture au centre même de la pièce. D'énormes câbles épineux s'élevaient hors de lui et atteignaient le plafond, où ils s'étendaient et redescendaient vers le sol, comme des ruisseaux d'eau d'une fontaine géante. Le moteur vibrait, fredonnait, gémissait constamment, et un nuage d'énergie rougeâtre jouait avec colère sur sa surface, tandis que des impulsions bleues de lumière se précipitaient le long des câbles. Dispersés autour de la salle, tous face au moteur temporel, se trouvaient 8 anges pleureurs qui ignoraient totalement les personnages, trop occupés à boire de la source d'énergie temporelle potentielle, les mains sur les yeux, mais ils souriaient. Finalement, de l'autre côté de la pièce, faiblement éclairée, se trouvait le TARDIS, et à côté le portail vers Londres. Après s'être moqué de l'incapacité de nos camarades à voir au puits du temps, l'hybride ange-horloge leur offrit la liberté. Ils pouvaient prendre le TARDIS ou utiliser le portail et partir. Les anges voulaient seulement être laissés seuls avec leur moteur temporel. Ceci tant qu'ils le faisaient immédiatement. Tout retard serait alors puni de façon létale. Le docteur, après s'être rappelé avoir déjà affronté des droïdes de cette manière pendant la monarchie française, décida de feindre la fuite, afin d'aller chercher du brandy dans son TARDIS dans le but de court-circuiter l'ange horloge. Pendant ce temps, Jack et Lily commencèrent à appuyer sur tous les boutons du moteur de façon aléatoire. Et Joe ramassa une tige de fer qu'elle utilisa pour le brutaliser. C'est ainsi que le moteur passa en mode de crise, sous la menace d'une fusion, et donc d'une explosion temporelle imminente. Le docteur, une fois sorti du TARDIS, avec son brandy, constata les dégâts de ses amis inconscients. Après avoir mis hors service les jambes de l'ange horloge avec son brandy, il étendit le champ de protection du TARDIS et stabilisa le moteur. Finalement, le moteur fut mis en mode sous-alimentation par le docteur, puis directement à la suite fut décroché par Joe, ce qui eut pour effet de finalement le mettre hors service. Toutefois, les anges, privés de leur buffet à volonté, se trouvèrent instantanément furieux, et se mirent à attaquer notre équipe qui se sortit finalement de ce mauvais pas sans grand souci, mis à part pour Joe Grant qui eut le bras laminé. L'aventure touchait donc à sa fin, avec un happy ending pour la team TARDIS ainsi que pour les élèves qui furent reconduites chez elles, mais avec un bad ending pour les forces spatiales indiennes qui, elles, furent totalement anéanties. La lieutenante étant même devenue un ange. Ne restait plus que la sergente Fadk, qui avait assisté au combat du hashtag numéro 2 pour faire le rapport de cette situation à ses supérieurs. Et avec un peu de temps, elle prit la tête de la toute nouvelle division temporelle du FSI. Il fut cependant décidé par Torchwood par la suite de retconner cet épisode de la mémoire des élèves, sauf pour Elvis et Carol, grâce à leur service rendu à Jack. Ah, et le bras de Joe a été rétabli, à l'aide des machines régénératrices du TARDIS également. Sinon, concernant le vaisseau, celui-ci est laissé à l'abandon, à la dérive, avec son bord des carcasses d'êtres humains et de droïdes, et quelques anges pleureurs concentrés pour l'éternité autour des restes d'un ancien moteur temporel mis hors d'usage.